précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, mais sans Frédéric Bérard ce matin, et c'est avec son bon ami Laurent Morissette qu'on va passer les prochains instants et ça devrait être très relevé. Ça l'avait été la première fois, je ne veux pas mettre de pression, mais ça va être un bonheur. Et pour ceux qui sont un peu tannés de Fred, ben, vous avez un break ce matin. Mais non, c'est avec bonheur qu'on va retrouver notre ami Laurent Morissette à l'autre bout. Et je vais tenter de le présenter comme il faut. Je vais y aller avec de la façon qu'il se décrit, sur sa page Facebook. Je pense que ça donne le ton. Alors, Laurent est protozoaire avec troubles d'adaptation motrice, ardent défenseur de l'inclusion. Salut, Laurent Morissette. Salut Serge, salut André. Salut. Écoute, je veux te corriger, ça fait la 3e fois que je suis en studio, donc c'est pas la 2e fois, donc c'est déjà toujours un plaisir pour moi d'être en studio. La première fois, Fred était avec nous, hein? Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. OK. Mais tu as été notre invité tout seul. En février dernier. Sans Fred, une fois. Ah oui, c'est vrai, dans cette perspective-là, c'est vrai. Oui, mais tu as bien fait de me reprendre, c'est vrai. C'est 3 fois, c'est 3 fois. Ben bon matin, on est content de t'avoir avec nous pour les prochaines secondes, Laurent. Écoute, d'autant plus que, j'imagine que tu as entendu Fred vanter ta présence en cours récemment. Puis, c'était le fun. Dans le sens aussi, ça nous a permis de parler de cette situation-là, de ces problématiques-là. Et je pense le même matin ou la veille, on avait ici un lancement, en fait, l'inauguration d'une plateforme pour descendre à la plage. À la plage de Saint-Jean-sur-le-Lac. Exactement. Donc, ça nous permettait de mettre en relief un bon coup ici dans les Hautes-Laurentides, au même moment où toi, tu défendais les droits d'une certaine partie de la population. Explique-nous exactement ce que tu allais défendre et en quel titre, en quel nom ce matin-là, Laurent, s'il te plaît. Ben, en fait, moi, je suis membre du RAPLIC, comme je vous ai déjà mentionné, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Et puis, on a lancé un recours collectif. C'est le premier du genre au Québec en 2017, en fait, qui vise la STM, la Ville de Montréal, Exo, ARTM, tout ça, pour justement les forcer à prendre position par rapport à l'accessibilité universelle de leurs moyens de transport. Et puis, c'est ça. En fait, vendredi, j'étais à titre de témoin pour ce recours-là, collectif-là qu'on a mis en place, en fait, où est-ce qu'en fait, je répondais aux questions des avocats, tout ça, mais c'était plus pour décrire un peu mon expérience. C'est quoi les enjeux que j'ai vécus à travers cette période-là qui allait de 2015 à 2023 aujourd'hui, en fait. Là. Donc, c'est ça. En gros, là, je parlais de mes enjeux qui ont été un petit peu décrits un peu par Fred, c'est-à-dire vraiment les problèmes d'accès, par exemple, au métro, aux autobus, tout ça. Puis surtout les délais d'attente. Puis, comme je disais aussi, l'angoisse de ne pas savoir si je peux me rendre à des endroits où je dois me rendre. Puis, là où ça m'a vraiment touché, puis quand Fred a dit que j'ai fait pleurer tout le monde, moi-même, j'ai pleuré en cours. Je ne m'attendais pas parce que moi, je sais très bien qu'en cours, il faut être solennel, tout ça. Mais j'ai dit, vous savez, ma mère est de plus en plus vieillissante, sans dire qu'elle est vieille, là, mais elle a 70 ans, donc si un jour elle a besoin de moi en 30 minutes, c'est pas comme une pizza gratis, là. Ouais. Je veux dire, je peux pas me retourner de bord aussi facilement, puis c'est sûr que nous, on connaît du monde au RAPLIC, on peut toujours se débrouiller, mais nous, on pense toujours à ceux qui n'ont pas les mêmes chances que nous, en fait, de connaître des gens qui peuvent nous dépanner, là, tu sais. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai dit, et lorsqu'on défend des droits, n'importe quel droit, puis de toute façon, Fred vous l'a déjà dit, pour lui, puis comme pour moi, c'est important de défendre les droits des minorités, puis c'est ce qu'on fait, là, nous, on pense aux personnes avec des poussettes ou des gens qui utilisent des cannes. Donc, tu sais, les gens qui ont été appelés à témoigner là la semaine dernière, puis cette semaine, c'est des gens de profil assez variés. Là. C'est des personnes aveugles avec une canne, pas de canne, etc. Donc, c'est vraiment ça. Là. C'est une première canadienne, en fait, parce que ça touche 20 000, ça va toucher 20 000 personnes. Okay. Ça ne sera pas réglé demain matin, mais c'est un recours qui dure pour 33 jours devant la Cour. Donc,
c'est quand même quelque chose duquel je suis vraiment fier qu'on fasse actuellement. Et la partie défenseresse, la partie qui prend la défense, j'imagine qu'on doit dire du côté des fonctionnaires, du côté de la ville, qu'il y a beaucoup qui a été fait, sans dire que vous vous plaignez pour rien, mais qu'on est quand même... que la situation s'améliore. Que la situation est en processus d'amélioration. Est-ce que c'est ce qu'on vous répond? Bien, sans présumer pour eux, je peux dire que oui, en fait, leur prétention, mais tu sais, ça enlève pas que... On parle pas du futur, on parle... Ça enlève pas le fait qu'on a vécu des préjudices par le passé. Je veux dire, c'est comme de dire, toi, tu as subi un crime parce que c'est dans le passé, mais que là, ce type de crime-là n'arrive plus en société, t'as pas raison de te plaindre. Là, okay. Les préjudices sont là, ils ont été là, puis c'est ce qu'on tente de faire valoir, en fait, que la discrimination a été faite de façon pérenne là, dans le temps, puis parce que le métro de Montréal, par exemple, a été inauguré entre 63 et 68, j'ai plus la date, là, puis... comme il y a des métros comme en Europe qui, dès le départ, étaient mis en accessibilité. Puis c'était une preuve pour nous que le fait que la société n'a rien fait pour nous pendant ces années-là, c'est une preuve que, dans le fond, ils ne nous considèrent pas vraiment. T'sais. OK. Il y a quand même du chemin qui a été fait. Est-ce que ça, vous le reconnaissez, Laurent? Es-tu capable quand même de dire, il y a quand même des choses qu'on peut dire que c'est sans dire entièrement satisfaisant, il y a des choses que vous reconnaissez quand même qu'il y a certains progrès qui ont été faits? Ben oui. Puis, mais tu sais, en toute modestie, je pense que c'est nos actions qui font en sorte que ça a mis de la pression. OK. Je ne veux pas nous accorder tout le crédit, en fait, là, évidemment, mais ça a mis beaucoup de pression parce que on est souvent considéré comme le caillou dans le soulier. T'sais. Moi j'ai comme souvenir le maire Coderre qui m'avait qualifié de... Est-ce que c'est de militant extrémiste? Oui, c'est ça. Oh là là! C'est ça qu'il m'avait dit et qu'il avait dit de moi à l'époque dans les journaux. Wow. J'étais tombé en bas de ma chaise à ce moment-là, puis je sais que tomber en bas de ma chaise, dans mon cas, c'est assez difficile. Mais bon, c'est pas grave. J'étais habitué de l'ego démesuré du maire Coderre, fait que ça m'a pas surpris vraiment. OK. Dis donc, Laurent, pour situer les gens, tu travailles en informatique, je crois, de chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et ton quotidien ou encore tes semaines peuvent ressembler à quoi au niveau des déplacements? Est-ce que tu es quelqu'un qui va souvent au restaurant? Tu es quelqu'un qui est quand même assez actif? Oui, en fait, écoute, d'ailleurs, c'est ce que moi je disais aussi vendredi, c'est que la pandémie puis le télétravail m'a un petit peu sauvé les fesses, comme on dit, parce que le fait que si j'avais à me déplacer à 5 jours semaine dans un bureau, pour moi, ça aurait été comme un arrêt de mort, en fait, parce que les délais, les retards, tout ça, puis là, en plus, on parle pas de l'hiver aussi, que c'est plus problématique. Donc, maintenant qu'on valorise le travail à la maison, toi, ça tombe dans tes cordes, là, c'est merveilleux, là. Oui, ben moi, par exemple, j'ai été 2 fois à mon bureau en 4 ans, donc je me demande pas où est-ce que c'est. Ben, je sais l'adresse, mais dans l'immeuble, je sais pas où est mon bureau physique. Ouais. Tu sais, c'est une démonstration que les personnes en situation de handicap pourraient avoir accès à plus d'employabilité. Ouais. Parce que moi, je suis encore l'exception à la règle là-dedans, tu sais. Je connais très peu de professionnels en situation de handicap comme moi, tu sais. Fait que le fait que des entreprises disent c'est trop difficile d'engager une personne à mobilité réduite, une personne avec handicap, ça nous coûte trop cher, tout ça. Mais je pense que la pandémie a prouvé le contraire. Ben, si on peut leur... Tu sais, parce que les personnes en situation de handicap, généralement, ils vont pas se servir d'un forklift ou faire des tâches hyper lourdes, hyper manuelles. Fait que qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste généralement du télétravail avec l'ordinateur. Donc, je pense que ça pourrait être un levier social de dire, bon, là, on met une go sur la formation des personnes en situation de handicap, puis on leur offre de l'emploi. Parce que la majorité des gens, je m'excuse de dire, mais ils leur niveau de vie ne dépasse pas le seuil de la pauvreté. Même des fois, c'est en bas de ça. Ouais.
Puis, si vous êtes des gens qu'on peut utiliser à bon escient dans la société, vous êtes des gens intelligents, et même plus qu'intelligents. Dans ton cas, Laurent, moi, je voudrais pas t'affronter dans un génie en herbe. Là. Je suis sûr que tu me laverais. Puis, c'est souvent peut-être... parce que vous avez un handicap au niveau physique, on a tendance peut-être à négliger cette partie-là, alors que vous êtes très utile dans la société. Ah oui, moi, je te dirais, utilise-moi, ça va me faire extrêmement plaisir. Bon, c'est ce qu'on va faire après la pause. On fait une petite pause de rien, puis on fait un petit survol de l'actualité. Tu vas nous commenter l'actualité en rafale, OK? OK, parfait. Merci. Laurent Morissette est avec nous en remplacement de Fred. On revient. Chez Saint-Hubert. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, exceptionnellement avec Laurent Morissette, son bon ami, notre bon ami aussi. Fred est dans un avion actuellement, donc ça n'a aucun rapport avec son vol de véhicule. Je ne sais pas si vous avez vu les péripéties. C'est un autre vol. Oui, c'est ça, c'est un vol d'avion. Il y a les péripéties qu'il explique en détail sur les réseaux sociaux concernant comment ça s'est terminé, son histoire. Ça a coûté cher de taxi. Ça a coûté cher de taxi, de viraillage et des gens qui... ça avait l'air de la maison des fous dans Astérix. Là, on n'a pas votre véhicule ici. Ah oui, finalement, on l'a. Puis, non, écoute, ça n'avait aucun bon sens. Donc, à suivre, on lui parle demain, bien sûr, et c'est vos questions demain. Laurent, avec nous pour les prochains instants, quelques minutes encore, on va lui lancer des sujets d'actualité en rafale et Laurent va nous répondre, nous donner son opinion sur ces sujets. Alors, prêt, Laurent? Oui, bien sûr. On va aller faire un tour d'abord du côté du gros conflit actuel. Hamas-Israël. On ne te demande pas de prendre position, de nous dire où tu te situes à ce niveau-là, mais tu en penses quoi de ce conflit? Est-ce qu'on devrait ici, du côté occidental, en Amérique du Nord, à craindre ce conflit-là, avoir peur de ce qui se passe actuellement? Ben, en fait, tu me dis de ne pas prendre position, mais moi, je prends position pour la population de tous les bords, tous les côtés. En fait, je l'ai fait aussi pour le conflit en Ukraine. J'ai pris position pour la population. Puis pour moi, c'est un conflit qui est assez préoccupant. Encore une fois, je sais très bien que une panoplie de gens sont affectés par ce conflit-là, mais moi, je pense plus particulièrement aux personnes en situation de handicap parce qu'il y en a certainement en Palestine puis en Israël. Puis moi, comme j'ai dit pour le conflit en Ukraine, on les voit pas, ces gens-là. Puis moi, je me demande où est-ce qu'ils sont, puis comment ils vivent le conflit. Pour moi, c'est extrêmement préoccupant. Puis, je veux dire, c'est un conflit qui dure depuis des 70 ans déjà, on se le rappellera à peu près. Et puis, c'est extrêmement préoccupant. Puis je pense que dans le fond, il y a pas de solution facile à ce conflit-là, mais je pense que il faut condamner le terrorisme et puis poursuivre le dialogue de façon plus harmonieuse. C'est extrêmement difficile. Comme je dis, c'est extrêmement préoccupant pour moi. Là. C'est tellement bon que tu soulèves l'aspect des personnes qui sont en situation de handicap. On pense à l'hôpital, notamment, et les gens... Oui, c'est ça. Là, ce qu'on a appris ce matin, c'est que ça pourrait être entre guillemets, un accident. J'aime pas ça dire ça, mais c'est le Hamas qui lui-même a raté son coup. Honnêtement, quand le terrorisme se retourne vers ta propre population, je trouve que c'est scandaleux. C'est des gens... à l'hôpital, c'est des gens malades, c'est des bébés qui viennent de naître. Moi, je trouve que c'est ignoble, c'est un acte de barbarie sans nom, en fait. Il n'y a aucune justification de ça par rapport à ça. Puis j'ose espérer que les gens qui sont derrière ça seront traduits en justice, honnêtement, là. Sur une note plus légère, le PQ hier qui a ramené la possibilité, s'il y a un Québec indépendant un jour, une monnaie québécoise. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, écoute, et considérant que la monnaie, le système économique mondial est en train de changer, est-ce qu'on peut pas s'atteler, en fait, à stabiliser la monnaie canadienne d'abord, rendre ça un petit peu moins cher pour le panier d'épicerie pour les gens, puis après ça, si on fait l'indépendance un jour, peut-être voir le bien fondé d'une monnaie. Je veux dire, ça, c'est juste le crémage sur le gâteau, puis c'est vraiment un crémage assez sucré. Puis en fait, c'est donner des munitions aux partisans de jadis Jean Chrétien qui ridiculisaient
la notion d'indépendance juste en référant à la monnaie. Je veux dire, ça, c'est juste de mettre... En fait, c'est comme de mettre des Macs chromés sur une Jetta 98. Là. Et moi, Laurent, je me pose la question, le Parti québécois, en parlant déjà de référendum, puis bon, de tout ça, alors qu'on est à 3 ans des prochaines élections au Québec, est-ce que ça ne peut pas justement donner un souffle au Parti libéral de revenir et puis là, de jouer sur la carte, effectivement, puis de finalement remonter dans les sondages? Penses-tu que ça pourrait être bon pour le PLQ, ce que le Parti québécois arrive à parler régulièrement là, dans tout ça advenant qu'on retourne au pouvoir? Je pense que le PLQ devrait commencer par se trouver un chef, honnêtement. Oui. Puis après ça, se trouver une ligne directrice. Puis je pense aussi qu'il devrait régler les problèmes de régie interne avec la commission jeunesse, là, tout ça. Ils pourront rire après ça. Être capable de s'asseoir un peu et de dire bon, où est-ce qu'on s'en va? Parce que présentement, on dirait que le PLQ, c'est plutôt une poule à qui on a coupé la tête, puis qu'on s'apprête à faire je sais pas quoi avec. Fait que vraiment, avant de dire que parler d'indépendance, ça va relancer le PLQ. Je suis pas prêt à dire ça pour l'instant. Là. Bien dit. On garde l'image des mags sur la Jetta. Laurent, ça fut un bon moment. Ça passe trop vite. Il va falloir te réinviter. Tu nous diras oui à nouveau. Bien sûr, ça va me faire super plaisir comme d'habitude. Excellent. Puis donc, on va te souhaiter que la démarche dans laquelle tu es impliqué se rende au bout et que vous ayez des fruits de ça parce que votre combat est... Et je pense qu'on est plusieurs derrière vous. Là, votre combat est très... Mais comme dit Laurent, très noble. Oui, il y en a des choses qui sont faites, mais ça va jamais assez vite. Là. Exactement. Il n'aura jamais assez. Merci, Laurent Morissette. Je vais vous tenir au courant, sans problème. Tout à fait. On se reparle. Merci, Laurent Morissette. OK, bye-bye. Bye. Et c'est ton moment préféré de l'émission, c'est la petite vite. On t'a gardé ça pour la fin. Des fois, c'est drôle. Salut. C'est drôle. La petite vite de